Bienvenue dans notre playlist spéciale Fonctionnaires. La France a-t-elle besoin de plus ou de moins de fonctionnaires ? Le sujet est électoralement très sensible. Historiquement, c'est un marqueur de la droite. Mais le Covid est passé par là. Les infirmières, les aides-soignants, les médecins ou les enseignants ont été en première ligne. Alors forcément, les candidats sont plus prudents en 2022 qu'en 2017. Pour bien comprendre ce que recouvre ce terme de fonctionnaire, il faut savoir qu'il existe aujourd'hui 3 grandes catégories. La fonction publique d'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Sachez ensuite qu'on dénombre un peu plus de 5,6 millions d'agents publics. Mais seulement 67% ont le statut de fonctionnaire, les autres sont contractuels. Enfin, 5,6 millions d'agents publics, c'est 1 million de plus qu'en 1997, et cela représente environ un salarié sur 5. Dans cette playlist, nous allons voir quel impact peut avoir le nombre de fonctionnaires en France sur la dette et sur les dépenses publiques. Avant de devenir président de la République en 2017, Emmanuel Macron avait promis de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. Un engagement sur lequel il est revenu durant son quinquennat. Alors, s'agit-il d'une promesse non tenue ? La ministre de la fonction publique répond non. Selon Amélie de Montchalin, il s'agit simplement de pragmatisme, pas d'un manque de sérieux. Le sujet fonctionnaire, c'est devenu un très bon révélateur de la crédibilité du sérieux d'un projet politique. Quand vous êtes de droite aujourd'hui, manifestement depuis 15 ans, votre crédibilité consiste à dire que vous allez mettre des fonctionnaires sur le billot, vous battre entre vous pour savoir quel est le bon nombre, ou être plus vague. C'est surtout faire des économies. Oui, mais ça montre qu'il n'y a pas de vision de l'État. Les fonctionnaires, c'est pas des pions, c'est pas des gens que vous placez, c'est des gens qui font marcher l'État et l'action publique. Quelle est la vision qu'a la droite aujourd'hui de l'action publique ? Je ne peux pas vous dire. Et puis à gauche, vous avez une vision clientéliste, assumée comme telle. Vous avez certains... Madame Hidalgo à nouveau qui vous dit d'un coup de baguette magique, je double le salaire des profs, ou alors vous avez Monsieur Mélenchon qui vous dit voilà, on va titulariser tous les contractuels, hop, plus 800 000 fonctionnaires sous statut de plus. Le fait est que la fonction publique tourne de plus en plus grâce aux contractuels. Il y a de moins en moins de fonctionnaires titulaires. Parce qu'il y a aussi de moins en moins de monde qui se présente au concours. Il faut quand même être lucide sur le sujet. Notre vision on revient à notre question d'attractivité et de rémunération également, Amélie de Montchalin. Et de sens des métiers et de responsabilité. Notre vision que le président de la République depuis 2017, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit dès le départ ? Moins de monde dans les ministères à Paris, plus de fonctionnaires et d'agents publics au contact des Français pour que l'État soit efficace et soit proche. Nous faisons cela depuis 2017, mais on ne confond pas la fin, l'objectif, et les moyens. L'objectif, c'est pas de réduire des fonctionnaires pour réduire des fonctionnaires. L'objectif, c'est que l'État il soit proche et soit efficace. Et donc, oui, aujourd'hui, avec cette même logique, moins de monde dans les ministères, plus de Français sur le terrain, plus d'agents publics sur le terrain au contact des Français, eh bien, nous assumons que nous mettons un peu plus de monde dans les commissariats, un peu plus de monde dans les gendarmeries, un peu plus de monde dans les hôpitaux. Et on fait tout ça sans augmenter le nombre total de fonctionnaires. Et donc, on n'est pas dans la surenchère, on n'est pas là pour qui dit mieux ou qui dit moins. C'est pas ça le sujet. À chaque élection présidentielle, c'est donc souvent la même surenchère. Les candidats veulent supprimer ou augmenter drastiquement le nombre de fonctionnaires durant leur mandat. On entend moins 200 000 par-ci, plus 200 000 par-là. Pour l'éditorialiste Emmanuel Dutheil, ce n'est pas en ces termes que le débat doit être posé. Ça ne veut rien dire de lancer comme ça à la cantonade de tels chiffres. À chaque élection présidentielle, on a son lot de propositions plus ou moins excentriques en la matière. Et une fois élu, que ce soit Nicolas Sarkozy ou Emmanuel Macron, ces belles promesses sont assez vite oubliées. L'objectif des 120 000 suppressions de postes a été très vite oublié par le gouvernement actuel. Pourquoi ? Parce que oui, le débat est mal posé. Il faut regarder les choses en face, et pardon d'avance si j'heurte les oreilles de certains, il faut regarder le débat comme si on était à la tête d'une entreprise en pleine transformation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut avant tout définir les missions, les besoins, les objectifs et regarder tous les doublons dans les administrations et surtout regarder tous les postes qui peuvent être remplacés grâce au numérique. L'administration française est très en retard dans ce chantier. Et ça, si c'est bien fait, oui, là, c'est sûr. Il y a des milliers, voire des dizaines de milliers de postes à supprimer. Un seul exemple qui va parler à tout le monde. Avec la déclaration en ligne de nos revenus, on a bien évidemment besoin de moins de fonctionnaires à la direction des impôts. Mais tout cela demande une stratégie et un gros investissement en matière informatique. Ça demande surtout d'embarquer les territoires parce que le gros des fonctionnaires dépend des régions, des départements ou
ou encore des mairies. Impossible d'atteindre 150 000, 200 000, 300 000 en moins, sans couper aussi dans la fonction publique territoriale. Emmanuel, cette réforme de la fonction publique, malgré tout, elle reste indispensable. Elle est même primordiale, mais l'État qui se plaît à tenser tel ou tel secteur parce qu'il ne paie pas assez ses équipes ou qu'il n'est pas assez attractif devrait vraiment balayer devant sa porte. On va prendre un exemple, si vous le voulez bien, l'éducation nationale. Les salaires des profs qui débutent sont indigents, il n'y a pas d'autre mot. Ce n'est pas attractif, les conditions de travail, surtout dans les zones prioritaires, sont tout simplement inacceptables, l'équipement est désuet, les progressions de carrière limitées, et quant à l'esprit d'initiative, là, on peut même le laisser sur le bas-côté. Le fait d'avoir plus de vacances que les autres est bien loin de rendre l'ensemble assez attrayant. Le prochain président de la République ne pourra pas s'exonérer d'une réforme d'ampleur, c'est même la mère des réformes à faire, selon un ministre influent. Pour lui, c'est clair, il faut revoir fortement les conditions de travail et il ajoute une proposition choc, développer ce que l'on appelle la bivalence, c'est-à-dire pouvoir enseigner, par exemple, français et histoire dans la même école en même temps. Plus facile à dire qu'à faire, mais il y a beaucoup de bon sens dans ces propositions. Mais ça se fait beaucoup en Allemagne, justement, la bivalence. Dans tous les pays d'Europe, on est un peu les derniers en la matière. Bon, c'est pas le seul secteur qui demande des embauches. Bien évidemment, il faut plus de moyens, là aussi, à la justice, à la police ou encore à la santé. Ça, c'est certain. Et on peut peut-être trouver quelques-uns de ces fonctionnaires dans les administrations où l'on peut supprimer des postes. Il suffit de les former. Là aussi, inspirons-nous des entreprises qui ont bien conscience que les compétences deviennent de plus en plus obsolètes et qui, du coup, dopent les plans de formation. L'objectif chiffré, une fois de plus, n'a aucun sens. On attend donc les propositions de tous les candidats sur cet indispensable mouvement à faire. C'est l'une des formules choc que l'on retiendra de cette campagne présidentielle, l'administration administrante. Cette expression de Valérie Pécresse vise les postes de fonctionnaires qui gèrent, je cite, des normes et des procédures. La candidate des Républicains entend en supprimer 200 000. Mais en parallèle, elle propose de créer 50 000 autres postes, dans 3 domaines qu'elle juge essentiels. Moi, je veux que éduquer, protéger, soigner, ça redevienne les vraies priorités. Dans un hôpital, vous avez 33% de coûts administratifs en France, 25% de coûts administratifs en Europe. C'est ça l'administration administrante. Et si on enlève de l'administration administrante, si on simplifie les processus, on numérise les processus, eh bien on redonne du soin. Donc moi je recruterai 50 000 personnes dans les 3 missions protéger, soigner, éduquer, et je supprimerai 200 000 postes. Les aides aux entreprises. Une entreprise qui veut être aidée en France, elle dépose un dossier à sa communauté de communes, à sa région et à l'État. 3 dossiers, 3 administrations pour l'instruire. Vous pensez que c'est... Voilà. Donc il y a des doublons absolument partout. Cette proposition de Valérie Pécresse a été critiquée par ses adversaires, à droite comme à gauche. Mais aussi par les proches d'Emmanuel Macron, comme Amélie de Montchalin, la ministre en charge de la fonction publique. Cette espèce de vision comptable des choses, elle ne renforce personne, elle ne sert aucun Français. Elle est là pour donner des signaux à un électorat. Elle est là parce que Madame Pécresse aujourd'hui se prévaut de Madame Thatcher. Quel lapsus, oui. Madame Thatcher, c'est quoi ? C'est une cruauté sociale. Est-ce que ça correspond aux besoins des Français ? Certains vous diront que c'est une efficacité aussi. Non, le service public que nous défendons avec le président, c'est un service public qui est là où les Français vivent, qui répond à leurs besoins, qui se redéploie, qui se réorganise, qui évidemment se transforme. Mais tous ceux qui vous font croire que parce qu'on va réduire le nombre, on servira mieux les Français, d'abord ils se fourvoient, ils affaiblissent l'État. Dans cette campagne présidentielle, Valérie Pécresse est la seule à vouloir baisser drastiquement le nombre de fonctionnaires. À gauche, au contraire, la tendance est à la création de postes. Jean-Luc Mélenchon propose d'en créer au moins 170 000 dans l'éducation nationale. Yannick Jadot en voudrait au moins 120 000 en plus, essentiellement à l'hôpital. Et pour Anne Hidalgo, ce serait au moins 30 000 supplémentaires, dans le secteur de la santé également. La candidate du PS avait aussi souhaité plus de fonctionnaires dans les territoires, elle l'avait dit devant un guichet de gare. Mais la séquence est devenue une vidéo très vivement critiquée, notamment par Franz-Olivier Gisbert. Madame Hidalgo est à la gare de Saint-Vallier, charmante petite commune du nord de la Drôme, après s'être rendue au chevet de l'hôpital public, qui, comme chacun sait, ne se porte pas bien. Quand on fréquente les petites gares, ce que la maire de Paris ne doit pas faire souvent, il n'y a jamais personne. C'est comme ça. Pas de guichetier, donc, mais une machine qui vend des tickets de train. Et là, Madame Hidalgo pique une grosse et sainte colère. Quand les machines remplacent les humains, ça va pas, quoi. Ce n'est pas parce que tout le monde lui est tombé dessus
Quand ça va pas, quoi. Et qu'elle n'a pas 1000 fois raison, Madame Hidalgo. C'est avec ce genre de politique qu'on est en train de fabriquer une société robotisée, déshumanisée, inhumaine, où personne ne se parle parce qu'il n'y a personne au guichet, ni au bout de la ligne, mais un répondeur, tapez 1, tapez 2. Bon, vous soutenez donc la démarche d'Anne Hidalgo, Franz? Ben non, hélas. Parce que après avoir Je me disais poussé aussi. son beau cri d'indignation, Madame Hidalgo a déclaré « Je veux vraiment du service public avec des humains, des fonctionnaires et pas des machines. » Des fonctionnaires. En voilà encore une qui donne raison à Georges Clemenceau, qui n'était pas un homme de droite et qui disait « La France est un pays extrêmement fertile, on y plante des fonctionnaires, il y pousse des impôts. » Si vous ne voulez pas remplacer les machines par des fonctionnaires, Franz, alors que faut-il faire? Eh ben, pour créer des emplois de ce genre, comme il en reste beaucoup dans des pays comme l'Italie ou les États-Unis, des guichetiers, des gardiens de parking qui font du lien social, il faut baisser les charges sociales, diminuer les taxes inconsidérées qui chez nous pèsent sur le travail, mais il ne faut évidemment pas embaucher encore des fonctionnaires. La France n'a plus les moyens. À ce sujet, je crois qu'il est temps d'imposer un moratoire sur les sornettes et les promesses inconsidérées proférées par des Pères Noël de poche qui, de la gauche à la droite, prennent les Français pour des imbéciles. Avec un endettement de l'État qui s'élève à 120%, et des dépenses publiques qui représentent en moyenne plus de 55% du PIB, donc plus de la moitié de notre richesse nationale, un record mondial, la France doit arrêter les bêtises qui pourraient mettre en danger la croissance qui revient. La question du nombre de fonctionnaires est sensible, car elle est liée à celle de la dépense publique. Or, en la matière, les enjeux budgétaires sont colossaux. Quand on ajoute tous les salaires à verser aux fonctionnaires, on atteint environ 300 milliards d'euros par an, soit un quart de la dépense publique. Le problème, c'est que la dette publique explose en France. Elle a atteint plus de 116% du PIB en 2021. Pour l'éditorialiste Nicolas Bétou, c'est en fait ce sujet de la dette qui est vraiment primordial. On a besoin de confronter les projets des différents candidats. On a besoin de les évaluer, de les faire entrer dans la grille de choix des Français. Parce que, quel que soit le ou la vainqueur en avril prochain, Emmanuel Macron, Valérie Pécresse et même Marine Le Pen, bref, l'un des trois concurrents aujourd'hui en position d'être au second tour, eh bien la gestion des finances publiques deviendra vite une de ses principales préoccupations. Je le redis, le rythme actuel est intenable, et si personne ne s'empare du sujet chez nous, nos créanciers étrangers ne tarderont pas à le faire. D'ailleurs, cet été, il y a de bonnes chances pour que la trajectoire du budget telle qu'elle sera votée aujourd'hui soit modifiée. Pendant la campagne, la candidate des Républicains Valérie Pécresse a accusé Emmanuel Macron d'avoir, je cite, « cramé la caisse pendant son quinquennat ». Mais plusieurs candidats multiplient encore les promesses de dépenses nouvelles, notamment autour des fonctionnaires, sans toujours préciser comment ils les financeraient. C'est ce qui inquiète le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. Je n'ai pas commenté les propositions de tel ou tel candidat, mais quand on regarde globalement la situation de la dette, elle a beaucoup augmenté à travers la crise Covid. Il le fallait d'ailleurs au passage. Nous étions malheureusement à presque 100% de dette par rapport au PIB, la taille de notre économie avant le Covid, fin 2019, et nous sommes aujourd'hui à presque 115%. Dans cette situation-là, nous n'avons pas les moyens de dégrader davantage nos finances publiques. Et donc, je crois qu'il faut être prudent sur les propositions de dépenses supplémentaires. Si on regarde la dette pour l'avenir, c'est évidemment une préoccupation des Français. Je crois que nous devons, sur les 10 ans qui viennent, ça se fera pas d'un coup, mais viser un désendettement progressif. Et c'est possible en combinant 3 ingrédients, mais il faut chacun des 3. Il faut le temps, j'ai parlé de 10 ans, il faut plus de croissance, et puis il faut une meilleure maîtrise et une meilleure efficacité de nos dépenses publiques. En France, la dette a donc atteint plus de 2800 milliards d'euros à la fin de l'année dernière, ce qui est du jamais vu. La crise du Covid et le quoi qu'il en coûte sont passés par là. Certains candidats, comme Jean-Luc Mélenchon, proposent purement et simplement d'annuler cette dette. Fabien Roussel, lui, estime que l'endettement est un faux problème, car il y a de l'argent qui pourrait être mobilisé en France. Pour le candidat du PC, c'est en réalité tout le système qu'il faut changer. L'argent, l'argent, l'argent. Je souhaite que l'on parle de ce mur de l'argent qui aujourd'hui
empêche notre pays de se développer. L'argent. L'argent qui manque à ces salariés qui travaillent dans l'industrie. L'argent qui manque à ces salariés qui sont dans les services publics, qui ont des missions essentielles et qui ne permettent pas de vivre dignement. L'argent qui manque à ces retraités qui ont travaillé toute une vie, qui se retrouvent avec des retraites de moins de 1 000 euros. L'argent qui manque pour investir dans l'école, dans la santé, dans des hôpitaux de proximité, dans les maternités. Comme je l'ai dit, c'est la Commission européenne qui nous impose des économies dans ce domaine. Et l'argent qui coule à flot pour quelques milliers de privilégiés, des grandes fortunes, des actionnaires, les grands actionnaires, pas les petits, les grands actionnaires de ces multinationales ou des banques, des assurances. L'argent, il existe. Mais c'est pas seulement ça, sinon je serais pas candidat à la présidentielle. Ça ne suffit pas de mieux répartir les richesses. Nous voulons produire autrement. Produire autrement, ça veut dire que travailler dans les usines, comme dans les services publics, comme dans les champs, sans pour autant épuiser la planète, épuiser les hommes et les femmes. Nous voulons pouvoir nous émanciper au travail, vivre heureux au travail, produire les richesses de telle sorte que ça serve à tout le monde et que nous puissions aussi participer à leur distribution. Le nouveau président de la République va donc hériter d'une situation où la France est l'un des pays les plus endettés d'Europe. Pour autant, réduire le nombre de fonctionnaires est-il la solution ? Vous l'aurez compris, le sujet divise la classe politique. Mais pour la plupart des candidats, l'austérité budgétaire a semblé passer au second plan durant cette campagne. Sans doute, parce que le quoi qu'il en coûte est aussi passé par là.